Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir vaincu le froid et la neige pour cette dernière conférence. L'expression réception de la légende arthurienne n'est peut-être pas toujours très claire. Par étude de la réception, j'entends l'étude des témoignages non littéraires sur la diffusion de la légende arthurienne au Moyen-Âge. On pourrait faire aussi dans l'époque moderne et contemporaine. Moi, je vais me concentrer sur la période qui va du XIIe au XVe siècle. Contrairement aux orateurs des conférences précédentes, je ne suis pas un historien des textes littéraires, je suis historien des pratiques sociales et culturelles du Moyen-Âge, mais je m'intéresse depuis longtemps, comme l'a rappelé Thierry, à la légende arthurienne. Et en historien, travaillant sur des documents variés, je m'aperçois que la légende arthurienne est présente partout à partir de la fin du XIIe siècle, quel que soit le document que l'on étudie et quel que soit le type d'histoire que l'on pratique. Quand on est médiéviste, on rencontre le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde à peu près partout. Toujours l'habitude de chatouiller mes collègues historiens de la littérature médiévale, et notamment ceux qui sont auteurs de manuels d'histoire littéraire du Moyen-Âge destinés aux étudiants, voire aux collégiens et aux lycéens. Parce que je suis toujours étonné que dans ces manuels, scolaires ou universitaires, on réserve à peu près le même nombre de pages aux chansons de gestes, aux légendes épiques, et puis aux romans de chevalerie, aux romans arthuriens. Les auteurs tentent un équilibre à peu près en nombre de pages. Or, quand on est historien, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose. Les légendes épiques, c'est important, certes, mais la légende arthurienne, c'est 10 fois, 20 fois, 50 fois plus important. Il y a beaucoup plus de témoignages et beaucoup plus de documents et de personnages concernés. Donc, ça donne une idée assez fausse, ce tableau littéraire du Moyen-Âge qui accorde la même place, au fond, à la légende de Roland ou à celle de Guillaume d'Orange et à celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. C'est un peu triché avec ce qu'a été la réalité historique. On s'aperçoit d'ailleurs que le public médiéval, à travers des catégories sociales variées, connaît bien les principaux personnages mis en scène par la légende arthurienne. Non seulement les principaux personnages, mais même les personnages de second plan. Les héros d'un épisode dans un roman qui n'interviennent que quelques fois, pas toujours, sont relativement connus, et même parfois les héros de troisième zone, qui sont beaucoup plus rares. Plus étonnant encore, les liens de parenté entre les principaux personnages, qui sont des liens compliqué. La littérature arthurienne, c'est une littérature de la parenté, du nom et de la parenté. Et les généalogies sont relativement complexes. Eh bien, le public les connaît très très bien, alors que nous, historiens, aujourd'hui, on doit se livrer à des enquêtes assez serrées pour reconstituer des tableaux généalogiques du lignage d'Arthur et de Gauvin, du lignage de Perceval, du lignage de Lancelot. C'est assez complexe. Eh bien, le public connaît tout ça très bien, probablement parce que nous sommes à une époque où les généalogies jouent un rôle considérable et chacun a connaissance de sa parenté, de la généalogie de son lignage et des lignages associés. Donc, le littéraire, de ce point de vue-là, est également extrêmement bien connu. Alors, pour étudier les témoignage indirect de la diffusion de cette légende, je vous propose 5 terrains documentaires. D'une part, quelques remarques sur ce qui concerne la copie de manuscrits, ensuite sur l'iconographie de la légende arthurienne, puis des remarques sur les rituels arthuriens, comment on joue au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde dans l'Occident médiéval. C'est un gros morceau, vous verrez. Puis l'anthroponymie, c'est-à-dire la diffusion des noms des principaux héros de la table ronde, adoptés comme surnom, puis comme nom de baptême véritable par des personnages qui ont réellement existé. Et enfin, je terminerai par l'héraldique, qui est mon terrain de recherche le plus ancien et le plus familier. Auparavant, il faut faire quelques remarques, notamment pour souligner comment la littérature arthurienne, c'est à l'origine une littérature, on dirait militante aujourd'hui, une littérature qui
cherche un peu à imposer sa vision du monde et sa vision de la société. Et les grands romans en prose, les grands romans en vers, puis les grands romans en prose, apparaissent à une époque, la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, où nous sommes dans une période de grande mutation, à la fois féodale et sociale, et même royale. Hein. Nous sommes dans une période où, en France, en Angleterre, le pouvoir monarchique est en train de se transformer. Des rois qui étaient des rois féodaux, qui devaient prendre conseil, deviennent des rois non pas absolus, mais en marche vers l'absolutisme, avec des États centralisés, en tout cas pour la France et pour l'Angleterre, et on pourrait dire un ancien régime qui est déjà là, tout neuf, sous le règne de Philippe Auguste en France, plus tard sous celui d'Henri III en Angleterre. Or, le roi Arthur, lui, c'est un roi, par beaucoup de côtés, de type féodal, un roi qui doit prendre conseil de son entourage, comme les rois doivent prendre conseil de leurs barons à l'époque féodale. Donc, elle est, de ce point de vue-là, un peu archaïsante, un peu réactionnaire par rapport à ce qui est en train de se faire dans le domaine monarchique. C'est la même chose du point de vue social. Un des grands problèmes qui était à la mode quand moi j'étais étudiant, pour les époques concernées, 11e, 12e, 13e siècle, c'était les rapports entre noblesse et chevalerie. Pas du tout la même chose, la noblesse et la chevalerie. Et il y a une période où la noblesse est une caste très très fermée, qui cherche à se distinguer de la caste des chevaliers, de la classe des chevaliers, qui sont des personnages beaucoup plus petits dans l'échelle sociale. Et puis il y a une deuxième période, la deuxième moitié du XIIe siècle et surtout le XIIIe siècle, où la noblesse est davantage ouverte et où beaucoup de chevaliers forcent l'entrée dans la noblesse, imposent leurs valeurs et où les nobles cherchent à se faire adouber chevaliers. Quelque chose d'assez différent. Hein. L'horizon 1250, ça n'est plus du tout l'horizon en 1000. Dans les textes arthuriens, en tout cas les plus anciens, on a un reflet plutôt de la première manière, c'est-à-dire la noblesse, qui est une caste relativement fermée, et puis ces chevaliers de la table ronde, dont beaucoup ne sont pas de très prestigieuse origine, et qui cherchent par les prouesses de l'aventure à forcer un peu l'ascension sociale. Mais en même temps, au fil des décennies, on a une ouverture vers les nouveaux rapports entre noblesse et chevalerie. L'historien des problèmes sociaux peut trouver des informations de cette nature dans les textes littéraires. Et c'est la même chose dans l'étude des structures familiales. La fin du XIIe et le début du XIIIe siècle est une période où, grosso modo, on est en train de passer en Occident de la famille large, voire très large, vers la famille plus étroite, la famille moderne que nous connaissons. Ça se fait bien sûr lentement. Eh bien, dans les textes littéraires arthuriens, on trouve aussi ces conflits ou ces tensions entre le clan, le lignage, parfois très large, celui d'Arthur et de Gauvin est considérable, et puis des cellules plus petites, le couple avec les enfants et les petits-enfants parfois, les neveux, mais pas plus loin. Donc on peut aussi sentir entre les textes de l'horizon 1170-80 et ceux de l'horizon 1250 des différences assez grandes de ce point de vue-là. Alors, pour ce qui est de la diffusion, le premier document à étudier, bien sûr, c'est le livre manuscrit, qu'il soit accompagné ou non d'images, et le travail de l'historien, je n'insisterai pas, et l'exposition montre une très grande quantité de manuscrits, donc vous pourrez vous faire une idée par vous-même avec l'exposition, avec le catalogue, avec les datations, les localisations, la taille des manuscrits et des œuvres, le choix des œuvres qui sont présentées. Le travail de l'historien, bien sûr, consiste à savoir où et quand on a copié des textes arthuriens, quel texte, en quel nombre, qu'est-ce qui a intéressé le public médiéval, est-ce que l'on a telle ou telle version, parce que les états de texte sont extrêmement variés, hein. Ce que nous lisons, nous, dans nos éditions savantes, qui sont sans cesse améliorées à partir d'un manuscrit ou de différents manuscrits,
il faut être lucide, est assez éloigné de ce qu'a produit peut-être tel ou tel auteur à l'origine, à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Les scribes ont abrégé, ont remanié, ont interpolé, ont ajouté. Les éditeurs modernes puis contemporains ont ajouté également leur grain de sel. Donc, il y a toujours un écart qui est très grand. Et quand on passe à l'iconographie, il ne faut pas croire que tel ou tel témoignage figuré suit tel texte tel qu'on le lit dans une édition savante aujourd'hui. Non, hein, c'est comme la Bible. Il y a des écarts considérables. Mais il n'empêche, il faut étudier les manuscrits, il faut étudier notamment leur aspect matériel. Sont-ils épais? Sont-ils plus minces? Sont-ils de grande taille? Sont-ils luxueux? Sont-ils plus modestes? Est-ce qu'ils ont été fréquemment consultés ou non? Tout ceci fait partie du travail sur l'étude de la réception et permet parfois de reconstituer des bibliothèques, d'étudier qui s'intéresse à quoi. Il y a des périodes où la légende arthurienne est à la mode et d'autres où elle l'est moins. En gros, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, en gros, on est frappé de voir que les versions en prose de la légende ont laissé beaucoup plus de manuscrits que les versions en vers. Et qu'un certain nombre d'épisodes ou de passages ont été beaucoup plus admirés que d'autres. Et il y a une différence avec ce qui nous intéresse, nous, qui est très nette et qu'on va retrouver dans l'iconographie. L'histoire du Graal, par exemple, intéresse moins le public médiéval, semble-t-il, que tel ou tel tournoi qui nous semble parfois un peu fastidieux parce qu'il répète le tournoi d'avant et le tournoi d'après sera identique, mais c'est essentiellement ça qui intéresse le public médiéval. Le tournoi, les aventures, moins les merveilles et beaucoup moins cette énigme du Graal qui, dans les sensibilités d'aujourd'hui, nous attire peut-être plus que tout le reste. Alors, dans les manuscrits eux-mêmes, il y a les miniatures, il y a le discours du texte, il y a le discours de l'image. Parfois, ça ne s'emboîte pas. Il y a aussi un troisième discours qui est celui des rubriques, quand il y a des rubriques. Hein. Donc, il faut aussi les étudier. Le public a accès à la légende par ces trois vecteurs. Quand on fait un bilan chronologique, on s'aperçoit que les temps forts pour la production de manuscrits se situent tout au long du XIIIe siècle, plus ancien, avec image en tout cas, il faut attendre l'horizon 1225-30, hein, mais surtout l'horizon 1270, c'est là où ça s'intensifie. La fin du XIIIe siècle et le début du XIVe sont une grande période de production de manuscrits arthuriens et notamment de manuscrits enluminés. Puis il y a une sorte de recul au milieu du XIVe siècle. Et puis de nouveau, la fin du XIVe siècle est une période riche pour la production, jusque la première ou la deuxième décennie du XVe siècle, puis un creux, l'horizon 1420-1460, hein, pour faire court, et puis les derniers feux, si je puis dire, dans la seconde moitié du XVe siècle. À l'échelle de l'Europe, très grossièrement, ça donne cela, mais bien sûr, il faudrait distinguer selon la géographie, selon aussi les types de publics et les types de commanditaires. Ce ne sont pas les mêmes aux différentes époques. Il y a des moments où un prince se doit d'avoir dans sa bibliothèque des manuscrits racontant l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, et il y a des périodes où cela est moins important, et il faut avoir d'autres types de textes. Ou bien, pour le XVe siècle, on s'aperçoit qu'il y a des princes bibliophiles passionnés de légendes arthuriennes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, n'avait pas un goût immodéré pour la légende arthurienne. Il préférait ce qui se rapportait à l'Antiquité, la légende d'Alexandre, la légende de Jason et les Argonautes, qui a donné naissance à la Toison d'Or. Alors que parmi ses contemporains, un prince
plus bas dans l'échelle hiérarchique princière, comme Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, est un arthurianisant passionné qui a hérité de manuscrits arthuriens de son arrière-grand-père, de son grand-père, qui en achète, qui en échange, qui en fait copier et peindre, qui fait repeindre les miniatures de certains manuscrits dont il a hérité, et qui, dans ses châteaux d'Auvergne et de la Marche, au milieu du XVe siècle et jusqu'à l'horizon des années 1470, il va finir très mal, il sera décapité sur ordre de Louis XI, possède une belle bibliothèque arthurienne, peut-être la plus belle de son temps. À la même époque, un prince comme René d'Anjou, grand mécène et bibliophile, lui change plusieurs fois de goût et il a montré une passion pour la légende arthurienne pendant un certain moment de sa vie, un peu au début, à l'horizon des années 1435, puis surtout à l'horizon des années 1450-55. Il meurt en 1480 et dans les dernières années de sa vie, ça ne l'intéresse plus. Il est assez éclectique et c'est intéressant de voir que ce prince qui a des possessions en Anjou, en Provence et en Lorraine, se montre arthurianisant, si je puis dire, surtout en Lorraine, moins en Anjou et pas du tout en Provence ou très peu en Provence. Alors à côté des manuscrits enluminés, il y a d'autres sources iconographiques nombreuses et très précoces qui sont des témoignages sur la diffusion de la légende elle-même. Et les plus anciens témoignages, parfois, sont antérieurs aux textes littéraires. On a, par exemple, à la cathédrale de Modène, en Italie, à l'horizon des années 1130, sur une archivolte, une scène où l'on voit l'enlèvement de la reine Guenièvre, qui sera conté plus tard par Chrétien de Troyes dans Le Chevalier de la Charrette. Le méchant Méléagant enlève la reine. Et on voit le personnage de Gauvin qui est déjà bien en place, avec une inscription qui donne son nom, une variante orthographique par rapport au mot Gauvin, mais c'est un témoignage qui est extrêmement précoce et qui montre que, d'une part, il y a une diffusion orale de la légende qui circule très loin de l'île de Grande-Bretagne, et d'autre part, peut-être des textes qui ont circulé et que nous avons perdus. Puis dans la seconde moitié du XIIe siècle, nous avons les premiers coffrets recouverts de parchemin peints de différentes scènes, ou bien des coffrets d'ivoire ou des coffrets émaillés un peu plus tard, et puis également des peintures murales au tournant des XIIe, XIIIe siècles. Une des difficultés pour ces périodes un peu anciennes est de distinguer ce qui est scène courtoise, un peu archétypale, de ce qui est scène véritablement arthurienne. Pas toujours facile de distinguer quand on a deux personnages en train de badiner. Est-ce que c'est Arthur, est-ce que c'est Lancelot et Guenièvre, ou Tristan et Iseux, ou est-ce que c'est un homme et une femme archétypaux sans qu'on puisse mettre un nom dessus? Bien sûr, la tendance est toujours à mettre plus de légendes arthuriennes qu'il y en a peut-être dans les documents figurés. En tout cas, parfois, il y a des inscriptions qui ne laissent aucun doute, comme le pavement de mosaïque de la cathédrale d'Otrante, en Italie de l'extrême sud, datable des années 1160-70, avec l'inscription Rex Arturus, qui est bien lisible. Et puis, dans des vallées perdues du Tyrol italien, pays de langue allemande, on s'aperçoit que dès les années 1190-1200, la légende d'Yvain et la légende de Tristan sont bien connues et ont laissé des peintures murales dans des lieux parfois très reculés, à haute altitude. Les Alpes, d'ailleurs, d'une manière générale, le croissant alpin a toujours été un réceptacle et un conservatoire de la légende arthurienne tout au long du Moyen-Âge. Et malheureusement, on manque de recensement sur ces témoignages figurés dans ces régions. Au XIIIe siècle, l'iconographie devient beaucoup plus abondante, donc il y a celle des manuscrits enluminés, surtout dans la deuxième moitié du siècle, mais il y a également
des peintures murales un peu partout, beaucoup ont été perdus bien sûr. Il y a des pavements de céramique. Plus tard, il va y avoir des émaux dans la seconde moitié du siècle. Et puis au tournant du siècle, XIIIe, XIVe siècle, les premières broderies en Allemagne du Nord, avec une magnifique broderie racontant la légende de Tristan et Iseux, parvenue sous forme de fragments. D'autres broderies italiennes au milieu du XIVe siècle. Plus tard encore, on va avoir des objets d'art de différentes natures, notamment des objets précieux en ivoire ou en orfèvrerie. Et au XVe siècle, on a une iconographie de toutes sortes, y compris, comme au château de Pierrefonds, au tout début du siècle, du XVe siècle, des statues des 9 preux avec la représentation d'Arthur lui-même sous forme de statues, quelques vitraux, des tapisseries, bref. Tous les supports de l'image médiévale peuvent s'être intéressés à la légende arthurienne à une date ou à une autre. Nous avons énormément perdu, mais il en reste encore qui, pour beaucoup, attendent encore leurs historiens. Alors, une des questions intéressantes, évidemment, c'est de savoir ce que l'iconographie a retenu par rapport au texte littéraire, quel texte, quel passage de texte, quel épisode, quel personnage, quel traitement a-t-elle fait subir à ces personnages et à ces épisodes. Et là encore, on s'aperçoit que des scènes qui, pour nous, sont particulièrement riches, fortes d'émerveillement ou de symbolique de toute nature, on peut intéresser le public médiéval, et d'autres qui nous semblent banales ou passe-partout les ont particulièrement retenues. Par exemple, dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes, l'épisode des 3 gouttes de sang sur la neige, qui est un des grands moments de la littérature universelle, ça n'a donné lieu à aucune iconographie au Moyen-Âge. Ou le cortège du Graal lui-même, le passage du Graal devant Perceval, qui ne parle pas. C'est un autre grand moment de la littérature universelle. Il y a quelques miniatures, très rares, et rien d'autre. Hein. En revanche, tel ou tel tournoi a particulièrement attiré l'attention, retenu les artisans ou les artistes, ou bien les chevaliers assis autour de leur table ronde, ou bien le départ pour l'aventure, pas nécessairement la quête du Saint Graal. L'iconographie également nous apprend à nuancer ou compléter ce que nous savons des principaux personnages par les textes. Ce que disent les textes n'est pas toujours repris par l'iconographie, qui peut avoir son propre discours, soit elle nuance le caractère bon ou mauvais d'un personnage, soit elle accentue en sollicitant les codes iconographiques habituels du Moyen-Âge. Les mauvais, notamment, sont toujours surmauvais, si je puis dire, puisque l'image aime bien insister. Hein. Donc on va avoir un personnage comme Méléagant, qui est un mauvais, qui enlève la reine Guenièvre. L'image va le montrer roux, va le montrer gaucher, va le placer du mauvais côté de la scène, va lui donner des mauvaises couleurs, pour ce qui est de la robe du cheval, ou pour ce qui est de ses armoiries. Bref, l'image nous fait sentir comment ces personnages peuvent être reçus. Bon, je n'insiste pas, tout cela est relativement bien connu. En revanche, ce qui l'est moins, et je vais insister davantage là-dessus, c'est ce que j'ai appelé les rituels arthuriens. C'est-à-dire les tournois, les joutes, les fêtes, les spectacles, les tables rondes, comme on dit au XIIIe siècle, ou les pas d'armes, comme on dit à la fin du Moyen-Âge, où un groupe social joue au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde. Le temps d'un rituel, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le tournoi en général dure 3 jours, les pas d'armes plus longtemps, les fêtes une demi-journée, parfois les spectacles peuvent être plus courts encore. C'est un élément important de la diffusion de la légende arthurienne, et cela apparaît très tôt, en Piémont, en Lombardie, dans le Tyrol,
dès les années 1190-95, on a des sociétés de jeunes tournoyeurs qui s'amusent à se donner des noms de héros de la table ronde et à reproduire, sous forme d'un spectacle, tel ou tel passage de tel ou tel roman ou version de roman de la légende, soit de Perceval, soit d'Yvain, soit de Tristan. Ça devient plus fréquent à partir des années 1220-1230, où toujours des jeunes tournoyeurs organisent, alors un peu partout en Occident, et même en Terre Sainte. C'est d'ailleurs en Terre Sainte qu'au départ, ces tournois arthuriens sont les plus nombreux, comme si les jeunes sont souvent des cadets de familles cadettes qui sont partis outre-mer chercher l'aventure, avaient emporté avec eux les valeurs chevaleresques de la métropole, si je puis dire, et loin de leur fief d'origine et de leur famille, ils jouent au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde à l'occasion de telle ou telle cérémonie de mariage ou d'adoubement. On reconstitue, le temps d'un tournoi ou d'une joute, tel ou tel épisode. On n'a pas gardé témoignage de tout cela, mais par différents documents, ne serait-ce que des documents comptables, nous savons que tout au long du XIIIe siècle, ces spectacles, joutes, fêtes arthuriens sont extrêmement nombreux, un peu partout. Et plus on avance vers la fin du siècle, plus il y en a. Un certain nombre de grands personnages, d'ailleurs, sont des passionnés des fêtes arthuriennes. Ici, il faut citer le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui est le grand roi de l'Angleterre médiévale, qui règne de 1272 à 1307. On le connaît comme roi administrateur, hein, c'est le grand roi qui a jeté les bases de l'État anglais, tel qu'il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi un roi chevalier, un roi qui fait la guerre contre les Gallois, contre les Flamands, contre les Écossais surtout, et qui emmène avec lui toute une chevalerie qui ne livre pas bataille tout le temps, fait une guerre de siège, fait une guerre d'attente, et naturellement ces chevaliers s'ennuient. Et pour les distraire, le roi et son entourage organisent des tournois et des fêtes où l'on joue au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde, d'autant que la première épouse du roi d'Angleterre est elle-même une passionnée de légendes arthuriennes. Elle a commandé soit la copie de manuscrits arthuriens, soit l'écriture même de nouveaux textes arthuriens. En 1280 et quelques, un certain Girard d'Amiens écrit un roman arthurien en vers, Escanor, qui a tous les topoi du roman de chevalerie arthurien, tels qu'on peut les lire dans les romans de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. La reine Éléonore de Castille qui meurt en 1290. Donc il y a là tout un milieu qui contribue à la diffusion de la légende arthurienne, non seulement au sein de la classe des seigneurs et des chevaliers, mais même au-delà, parce que quand dans telle ou telle région, dans tel ou tel fief, ou à la limite de deux fiefs, un seigneur organise un tournoi arthurien, les paysans viennent y assister. Ils regardent, ils connaissent les principaux personnages. Ils s'imprègnent quelque peu d'épisodes tirés de la légende arthurienne. Et donc, celle-ci ne s'arrête pas aux frontières de l'aristocratie ou de la petite noblesse. La paysannerie aisée y a accès, et on en a des témoignages directs par l'anthroponymie, j'en parlerai dans un instant. Des noms de héros de la table ronde sont adoptés comme noms de baptême par des paysans d'assez bonne heure dans certaines régions d'Europe. Donc un certain nombre de personnages sont atteints de ce qu'on pourrait appeler une sorte de névrose arthurienne. Ce peut être des princes d'un rang considérable, comme le roi d'Angleterre Édouard Ier, ou le roi Édouard III au début de son règne, ou bien
Jacques d'Armagnac, on est plus bas au XVe siècle, et quelques autres. Ce peut être aussi des personnages situés plus bas dans l'échelle sociale. Dans les pays germaniques, il y a un cas qui est bien connu, qui est presque névrotique. C'est un seigneur, disons, de la moyenne noblesse, Ulrich von Liechtenstein, sans grand rapport avec la famille des princes de Liechtenstein. C'est un vassal du margrave de Styrie, qui est possessionné au cœur des Alpes, dans une région qui se situe en Autriche aujourd'hui, à l'ouest de Graz. Et alors lui, pendant sa jeunesse en tout cas, il a été passionné par les romans de chevalerie, et notamment ceux d'Arthur. Il s'est mis à se déguiser en personnage arthurien, à se prendre lui-même pour le roi Arthur, et il nous a laissé un récit de cette jeunesse arthurienne, le Frauendienst, un ouvrage qu'il a compilé en 1255, où il mélange à la fois des témoignages sur ce qu'il a fait véritablement dans les 15 années qui ont précédé et des inventions purement littéraires. On a bien du mal à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En tout cas, en 1240, non seulement il prétend avoir fait, mais il a fait vraiment, parce que des documents d'archives nous prouvent que c'est vrai. Il a fait un voyage arthurien, il est parti de Venise et il a gagné Vienne, déguisé en roi Arthur, et il a offert le combat, la joute, à tous ceux qui voudraient l'affronter sur ce chemin qui va de Venise à Vienne, en passant par Klagenfurt, les Alpes de Styrie, et ça monte et ça descend tout le temps avant d'arriver dans la plaine de Vienne. Et il nous raconte comment il a vaincu tel ou tel chevalier auquel il a donné un surnom arthurien. Il a affronté successivement Lancelot, Yvain, Calogrenant, Sagremort, Tristan, un autre Yvain, Gauvin, incarné par le propre frère d'Ulrich, Ider, Érec, encore Lancelot et quelques autres. Il nous raconte comment tantôt il a été vainqueur, tantôt il a perdu, il ne le cache pas. Parfois, il a lancé des défis et personne ne s'est présenté. Il a attendu en vain auprès d'un guet ou auprès d'un passage le combat ou l'aventure, et rien ne s'est produit. Il nous décrit à foison son itinéraire, ses faits d'armes. C'est un passionné de vêtements. Alors à chaque fois, il nous explique comment il était habillé en telle ou telle circonstance. On sait tout sur les étoffes, d'autant qu'il a accompli un deuxième voyage où il s'était déguisé non pas en roi Arthur, mais en Vénus. C'était la reine Vénus, la déesse Vénus descendue sur Terre. Et pareillement, il a affronté des personnages au nom de l'amour, cette fois-ci. C'est un texte passionnant, ce Frauendienst. Il n'y a pas de traduction en français moderne, mais il y en a en anglais moderne. D'ailleurs, pas tellement difficile pour ceux qui savent l'allemand de le lire en moyenno-allemand. Alors, il n'est pas question de tournoi, ou très peu, un peu celui de Frisac, mais il est question de joute. Et la différence entre le tournoi et la joute est importante au Moyen-Âge. Le tournoi, c'est un combat de groupe qui fait s'affronter deux camps. Et dans chaque camp, il peut y avoir 20, 50, 100 combattants. Et à l'origine, le terrain n'est pas délimité. C'est un terrain ouvert. Par là même, les tournoyeurs sont des grands prédateurs qui saccagent les récoltes, qui s'aventurent dans les cours des fermes, etc., qui détruisent beaucoup et qui sont redoutés. En général, c'était réservé à l'aristocratie, mais elle venait accompagnée de sergents à pied qui se comportaient peu en seigneur ou en chevalier. Alors il y a eu un moment où les nobles qui participaient au tournoi ne voulaient plus que des roturiers soient présents dans les tournois. Un noble ne voulait affronter que des nobles. Alors on a mis au point les règles de la joute, c'est-à-dire le combat à 1 contre 1, à cheval, à la lance. Il y avait des épisodes au sein d'un tournoi qui faisaient qu'on pouvait s'affronter à la lance 1 contre 1. On a sorti ces épisodes de joute du tournoi proprement dit, on en a fait un type de combat à part, et à la fin du Moyen-Âge, les deux existent, soit
un tournoi avec des règles de plus en plus précises, soit une série de joutes où l'on est à 1 contre 1. Dans les romans arthuriens, les deux catégories de combat existent tout au long du Moyen-Âge. À partir du tournant des XIIIe, XIVe siècles, ce qui est intéressant, c'est l'entrée de ces rituels en ville. Jusque-là, ça se passait à la campagne et c'était surtout le fait de la noblesse, et surtout de la petite et moyenne noblesse. Les bourgeois, les patriciens se mettent aussi à jouer au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde à partir du début du XIVe siècle, dans certaines villes de Flandre, plus tard dans certaines villes de la vallée du Rhin et de Bavière, plus tard encore en Italie du Nord. Et ce qui est passionnant, c'est que à ces occasions, ils adoptent des noms de héros littéraires, des noms de chevaliers de la table ronde, parfois même les armoiries des chevaliers de la table ronde. Et pour l'historien de la légende, c'est très intéressant de voir quel est le nom qui est le plus souvent adopté, quel est celui qui est rarement adopté. Il y a là un témoignage important sur la réception des principaux personnages. Au XVe siècle, les princes qui avaient un peu délaissé ces exercices au XIVe s'y remettent, du moins certains d'entre eux. René d'Anjou, par exemple, organise en Lorraine des fêtes de chevalerie pendant plusieurs années, à l'horizon des années 1450-55, et il met au point des tournois et des joutes arthuriens, avec adoption de noms, comme surnoms, des principaux personnages. Mais des noms nobles font de même à Lille, à Valenciennes, à Tournai. Régulièrement, on organise ce type de spectacle auquel la foule est conviée, et donc à la campagne, ce sont les paysans qui viennent voir, en ville, c'est la populace, et ça participe naturellement de la diffusion de la légende, d'autant que parfois, on essaye d'imiter au plus près un épisode littéraire qui a été décrit par tel ou tel texte ou tel état de texte, et dans des cas miraculeux, l'historien aujourd'hui peut faire le rapprochement entre le spectacle ou la fête, sur laquelle il a un témoignage, et un texte littéraire qui s'emboîte bien avec ce que raconte la chronique ou le témoignage d'un contemporain. Ça reste assez rare, mais il y a quand même quelques cas où ça s'emboîte assez bien. Et puis, il y a toujours, à la fin du Moyen-Âge, ces circonstances où des chevaliers occidentaux, loin de leur terre d'origine, s'ennuient, où on a la nostalgie de l'Occident et organisent, pour se distraire, des fêtes et des tournois arthuriens. Il y a un grand moment pour ce faire, c'est celui des croisades en Prusse. Une partie de la chevalerie occidentale, notamment des cadets de grandes familles, sont partis à la fin du XIVe siècle, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, aider les chevaliers teutoniques à évangéliser des territoires dans l'Europe orientale, dans ce qui correspond aujourd'hui aux pays baltes. Et là, bien sûr, les hivers sont longs, les batailles sont relativement rares. On fait la guerre au Moyen-Âge constamment, mais la bataille, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et donc, on organise pour se distraire des fêtes et des tournois. Et à ces occasions, on adopte des surnoms arthuriens, des armoiries arthuriennes. Parfois, on les conserve. Ça me conduit à vous parler de l'anthroponymie en tant que témoignage sur la diffusion de la légende. Pendant longtemps, l'Église a été tout à fait hostile à ce que on donne comme nom de baptême des noms littéraires à des hommes ou à des femmes véritables. Non seulement des noms littéraires, mais même des noms qui évoquaient par trop les animaux ou qui n'étaient pas des noms d'apôtres ou de grands saints. Et on a beaucoup de témoignages pour le Haut Moyen-Âge où tel ou tel prélat condamne ses contemporains qui ont donné à leurs enfants des noms qui ne sont pas des noms prestigieux pour l'Église.
Ça dure jusqu'aux environs de l'an 1000 ou au-delà de l'an 1000, puis après l'an 1000, l'Église se relâche un peu de ce point de vue-là, et comme les homonymes sont extrêmement nombreux, on est plus tolérant vers une diversification de l'anthroponymie. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'homonymes que un deuxième nom va apparaître, celui que nous appelons, nous, le nom de famille. Il n'apparaît que tardivement, à partir du XIIe siècle. Auparavant, on n'a qu'un seul nom. Mais pour le nom de baptême, on va se faire plus tolérant et ça va favoriser la diversification des noms de baptême et à partir du XIIIe siècle, l'adoption de noms de héros littéraires arthuriens comme nom de baptême véritable. Les documents d'archives nous permettent de suivre décennie par décennie, presque à partir de la fin du XIIe siècle, la diffusion de ces noms. Au départ, on a l'impression que ce sont seulement des surnoms, c'est-à-dire qu'on a Petrus, Dictus, Lancelot, Robertus, Dictus, Perceval. Donc on sent bien que c'est un surnom qu'un personnage a reçu au cours d'un tournoi, par exemple. Mais dans la seconde moitié du XIIIe siècle, le Dictus disparaît et ce sont vraiment des noms que ces personnages ont reçus à l'occasion de leur baptême. Alors, pour l'historien, il y a là un matériel absolument passionnant à étudier. Dans la chronologie, dans la géographie, il y a des zones où ces pratiques sont plus fréquentes que d'autres, et puis dans la sociologie. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la noblesse qui porte des noms de héros arthuriens, mais quelquefois des roturiers, notamment en Normandie par exemple, dès les années 1240, un personnage qui s'appelle Lancelot Avare, utilise un sceau, c'est un rusticus, c'est un paysan. Non seulement il a des armoiries dans le champ de son sceau, avec des outils agricoles dans l'écu, mais il porte pour nom Lancelot, et il n'est pas noble, ça doit être un coq de village, bien sûr, mais il appartient à la paysannerie, et on a d'autres témoignages dans les décennies qui vont suivre, dans certaines régions, donc en Normandie, en Flandre, en Picardie, en Italie du Nord. Et même plus tard, il y a toute une zone des Pays-Bas du Nord et de l'Allemagne du Nord où cette pratique est assez fréquente. Au XIVe siècle, ça va être en ville où des non-nobles, des patriciens, des bourgeois, mais même des artisans, peuvent porter les noms des principaux héros arthuriens comme nom de baptême. Alors, ça vaut la peine de les étudier presque statistiquement, ces noms, mais en respectant bien sûr les méthodes des études anthroponymiques et en travaillant sur des corpus un peu homogènes et cohérents, en conservant à l'idée qu'il y a des noms qui ont l'air arthuriens, mais qui ne le sont peut-être pas. Par exemple, Lancelot a un demi-frère, des grandes vedettes des romans en prose du XIIIe siècle, qui s'appelle Hector. Quand on rencontre un personnage qui s'appelle Hector dans la société véritable, est-ce que c'est le Hector d'Aimar, le demi-frère de Lancelot, ou est-ce que c'est Hector, le héros troyen, que le Moyen-Âge connaît extrêmement bien? On peut se le demander. D'ailleurs, dans le jeu de cartes, le valet de carreau a conservé le nom d'Hector, et on n'est pas tout à fait sûr que cet Hector soit le héros troyen, qui est devenu un des 9 preux à la fin du Moyen-Âge. Le personnage d'Hector, l'arthurien Hector, jouit d'une très très bonne réputation, d'autant que le valet de trèfle s'appelant Lancelot, pas étonnant que son cousin, le valet de carreau, ce soit son demi-frère Hector d'Aimar. De même, quand on a Yvain, un des héros préférés parmi les héros de la table ronde du public médiéval, l'autre neveu du roi Arthur, après Gauvin, Yvain, c'est un nom qui était déjà répandu avant que se diffusent les grands textes arthuriens, donc on ne peut pas savoir si tous les Yvains qui nous ont été conservés renvoient à l'Yvain arthurien ou à
un prénom qui était déjà en vogue avant les grands romans arthuriens. En revanche, quand on a des noms aussi étonnants que Lancelot, Perceval, Tristan, Bor, et Dinadan, Sagremort, on peut être sûr que ce sont vraiment des héros arthuriens qui ont donné leur nom à des personnages véritables. Moi, j'ai enquêté, quand j'étais jeune chercheur, dans un domaine que je connaissais assez bien, où j'étais sûr de ne pas faire trop de bêtises, les sceaux médiévaux et les légendes de sceaux qui nous font connaître des centaines de milliers de noms de baptême pour la période qui va du XIIe au XVe siècle. Je me suis attaqué aux collections de sceaux des archives nationales et à partir des noms de baptême présents dans les légendes et dans les chartes, j'ai recherché sur environ 40 000 sceaux combien je rencontrais de noms que je repérais comme arthuriens. J'en ai trouvé 431, c'est 1% à peu près, c'est déjà pas mal. Pour le royaume de France, j'ai laissé de côté ce qui ne concernait pas le royaume de France. Du point de vue géographique, il apparaît qu'il y a des zones où cette pratique est plus fréquente qu'ailleurs. Le record, c'est en Picardie, et spécialement en Beauvaisis. Mais on en rencontre aussi abondamment dans toute l'île de France, en Artois, en Flandre, en Normandie. En revanche, les noms de ces héros bretons, entre guillemets, sont très rares en Bretagne, dans notre Bretagne armoricaine. Du point de vue chronologique, le plus ancien stock date de la fin du XIIe siècle, donc il faut toujours penser que ce sont des personnages adultes, donc qui sont nés 25, 30, 40 ans avant le témoignage procuré par le sceau. Donc il faut faire l'opération arithmétique qui convient pour cerner la période chronologique pendant laquelle ce nom a été donné. Donc on s'aperçoit qu'il y a un stock qui date de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle. Puis une pause, et alors un stock considérable fin XIIIe, début XIVe siècle. On a l'impression que là, on est vraiment presque à l'échelle de l'Europe, dans une période d'arthurianisme particulièrement intense. Puis de nouveau une pause vers le milieu du XIVe siècle, et puis alors un océan de noms, si je puis dire, de la fin du XIVe siècle jusqu'au troisième quart du XVe siècle. Là, c'est sans discontinuité, ça perdure. Et puis une chute brutale vers la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. Et du point de vue social, c'est peut-être là où c'est le plus intéressant, même s'il y a des exceptions, c'est quand même dans la petite noblesse que ces noms sont les plus fréquents, comme si les petits nobles, par l'usage de noms arthuriens, voulaient un peu forcer les valeurs chevaleresques et aristocratiques et s'élever par le nom. Mais pour le XIIIe siècle en tout cas. Au XIVe et XVe siècle, on s'aperçoit que chez les non-nobles, chez les patriciens, chez les bourgeois, c'est un moyen de s'emparer des valeurs nobles que de porter un nom arthurien et d'en faire un usage parfois héréditaire. Et puis, il y a des grandes familles chez qui c'est une tradition de porter des noms arthuriens. Par exemple, les comtes de Dreux, sont de puissants personnages. À l'origine, ce sont des cadets de la Maison de France et ils restent cousins du roi pendant très très longtemps. Ces comtes de Dreux ont un pouvoir politique qui va en s'affaiblissant quand même au fil des décennies. Donc, ils se crispent sur les valeurs de la société princière, et à partir du milieu du XIIIe siècle, ils ont l'habitude de donner à leurs cadets, pas aux aînés, mais aux cadets, des noms arthuriens. Et ça dure pendant 4 ou 5 générations. Quand on fait des généalogies, on s'aperçoit que à chaque génération, il y a 2, 3, 4 frères qui portent des noms de personnages arthuriens, y compris des noms de personnages de second plan, en quelque sorte. Du point de vue des héros littéraires eux-mêmes, j'ai fait quelques statistiques, et le nom le plus fréquemment porté, c'est celui de Tristan. Ça ne doit pas nous étonner parce que Tristan,
d'autres témoignages le confirment, c'est le héros préféré du public médiéval. Pour des raisons difficiles à expliquer en quelques mots, mais dès la fin du XIIe siècle, il y a une passion très grande pour la légende de Tristan et Iseux, et elle perdure jusqu'au début de l'époque moderne, et la diffusion du nom Tristan le confirme. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de témoignages, pas de témoignages aussi importants pour la diffusion des noms féminins de personnages des romans de la table ronde, mais le plus fréquemment donné quand même, c'est Iseux. Ça n'est pas du tout Guenièvre, c'est Iseux. Le public médiéval préfère de beaucoup Iseux à Guenièvre. On peut faire une comparaison d'ailleurs. Tristan et Iseux commettent l'adultère, Lancelot et Guenièvre commettent l'adultère, mais c'est pas du tout le même adultère pour le public médiéval. Pour le public médiéval, Lancelot et Guenièvre sont des personnages très très négatifs. Lancelot qui est un personnage admirable dans les romans de chevalerie, le meilleur chevalier du monde, du côté de la réception est un mal-aimé. Mon ami Christian de Mérindol l'a bien montré à propos des fêtes de chevalerie organisées par le roi René en Lorraine au milieu du XVe siècle, où le roi René distribue des noms de héros arthuriens à ceux qui vont participer au spectacle. Personne ne veut faire Lancelot, c'est beaucoup trop péjoratif. On veut bien être Gauvin, on veut bien être Perceval, etc. Mais Lancelot, non, Lancelot, c'est vraiment trop négatif. Ça, c'est un bon témoignage sur la façon dont on percevait ces différents chevaliers. Alors, son nom est quand même fréquent, mais moins que celui de Tristan. De même, Arthur est un peu en retrait par rapport à ce qu'on attendrait. Donc l'ordre, c'est Tristan, Arthur, Lancelot, puis plus loin Gauvin et Perceval, plus loin encore Yvain, puis plus loin tous les autres qui sont des personnages un peu moins importants. On pourrait d'ailleurs continuer les enquêtes à l'époque moderne et à l'époque contemporaine, constater que Arthur est un nom qui s'est redonné depuis une vingtaine d'années, qui, pour ma génération, c'était un nom d'arrière-grand-oncle, Arthur. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes enfants qui s'appellent Arthur, en tout cas en France. Donc, ce type d'enquête anthroponymique, c'est toujours un document d'histoire culturelle et il faut le conduire à toute époque et sur toutes sortes de terrains. Ils nous disent beaucoup sur la réception de la légende arthurienne et de ses principaux personnages. Alors je vois que l'heure tourne, donc juste un mot sur les armoiries, mais le dossier est un petit peu le même que celui des noms. Il y a une héraldique littéraire au Moyen-Âge qui est très, très développée. Les armoiries apparaissent sur les champs de bataille et de tournois dès le milieu du XIIe siècle pour aider les combattants à se reconnaître. Ce sont d'abord des signes d'identité au combat. Et dès les débuts, les auteurs de romans de chevalerie se sont mis à donner des armoiries aux principaux personnages qu'ils mettaient en scène, et peu à peu, pour certains d'entre eux, ces armoiries se sont fixées d'une œuvre à l'autre, puis des œuvres littéraires vers les documents figurés. C'est ce qui s'est passé pour les principaux héros de la légende arthurienne de très bonne heure. Chrétien de Troyes donne quelques armoiries qui ne sont pas encore d'ailleurs très correctes du point de vue du blasonnement héraldique, mais la génération qui suit Chrétien de Troyes donne déjà beaucoup d'armoiries aux personnages mis en scène, notamment les continuations du Conte du Graal, par exemple, où Lancelot, Perceval, Gauvin, les frères de Gauvin reçoivent des armoiries, et on s'aperçoit que on les retrouve un peu plus tard dans les grands cycles en prose des années 1220-1230. Et si on prend la situation au milieu du XIIIe siècle, une trentaine, voire une quarantaine de personnages de l'univers arthurien ont déjà des armoiries qui leur sont propres et qui sont bien fixées et que l'on va retrouver non seulement dans d'autres œuvres littéraires tout au long du Moyen-Âge, mais dans les documents figurés, dans l'iconographie. Puis, vers la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, il y a un deuxième stock d'armoiries arthuriennes qui apparaît. Ce n'est plus 30 ou 40 personnages, mais 50 ou 60, donc des héros de second plan cette fois-ci, qui reçoivent des armoiries stables d'une œuvre à l'autre.
Et enfin, un troisième stock apparaît au XVe siècle, surtout dans la seconde moitié du XVe siècle, où les enlumineurs compilent ou ont à leur disposition des répertoires qui leur permettent de donner des armoiries à 150, 160, 180 chevaliers de la table ronde, mis en scène par les miniatures. Là, difficile d'aller plus loin, puisque un personnage qui n'est qu'un nom dans une liste de quêteurs de Graal ou de participants à un tournoi reçoit des armoiries. Donc il y a la constitution comme cela au fil du temps dans, disons, en 3 phases d'un univers, d'un armorial arthurien. Et ce qui est intéressant pour la réception, c'est que des personnages véritables, assez tôt, dès le milieu du XIIIe siècle, commencent à adopter le temps d'un tournoi, le temps d'une joute, le temps d'une campagne ou d'un siège militaire, les armoiries d'un personnage arthurien, en général un personnage important, en même temps qu'il prenne son surnom. Alors, au départ, c'est circonstanciel. C'est quelques semaines, quelques mois, voire simplement pendant les 3 jours d'un tournoi. Puis, chez certains, ça devient plus stable pendant toute une période de sa vie, et chez d'autres, ça se transmet même de manière héréditaire. Il y a une moyenne famille, une famille de moyenne noblesse en Picardie, comme cela, les Quieret, qui ont donné un amiral de France à la fin du XIVe siècle. Les Quieret sont admirateurs de Gauvin et de Bohor. Bohor, c'est le cousin germain de Lancelot. C'est sans doute le personnage le plus sympathique de la légende arthurienne. En tout cas, c'est celui qui joue le rôle de l'honnête homme, et c'est le seul survivant après la catastrophe finale racontée par la mort le roi Arthur. C'est le témoin de tout ce qui s'est passé. Eh bien, chez les Quieret, moyens seigneurs de Picardie, sur 5 ou 6 générations, au XIVe et XVe siècle, on porte des noms arthuriens, et à partir des années 1360-1370, les sceaux en portent témoignage, la famille Quieret abandonne ses armoiries traditionnelles pour prendre les armoiries littéraires de Gauvin, armoiries qui s'étaient constituées dans les années 1200-1210, un écu d'argent au franc quartier de Gueule. Les anciennes armoiries ont disparu, il ne reste plus que les armoiries de Gauvin. On a un cas semblable, dont on a un témoignage spectaculaire au musée du Louvre, c'est le tombeau de Philippe Pau. Philippe Pau, c'est un des chambellans du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Au département des sculptures, on voit son tombeau avec un magnifique gisant. Et on voit les armoiries des Pau qui sont associées avec les armoiries d'un héros littéraire, Palamède, un des principaux héros du roman du Tristan en prose, personnage également très, très sympathique, rival malheureux de Tristan. Il aime la reine Iseux, mais il n'en est pas aimé. Palamède est un chevalier sarrasin qui est devenu chevalier de la table ronde, qui s'est converti au christianisme. Il a un écu échiqueté avec 2 épées à l'orientale, 2 badelaires, on les reconnaît bien dans son écu. Eh bien, Philippe Pau porte dans ses armoiries familiales les armoiries de Palamède parce que son grand-père, qui s'appelait Régnier Pau, a participé à ces croisades de Prusse dont je parlais tout à l'heure, et au cours de l'une de ces croisades, à la fin du XIVe siècle, a reçu probablement le surnom de Palamède à l'occasion d'un tournoi, puis a dû associer ses propres armoiries avec celles de Palamède, le héros littéraire, et puis le fils et le petit-fils ont repris ces armoiries de circonstances au départ, qui associent les armes d'un héros littéraire et les armes traditionnelles de la famille. Et sur le tombeau, et le tombeau magnifique, on les voit encore aujourd'hui donc au musée du Louvre. Donc l'héraldique est aussi un témoignage sur la diffusion de la légende arthurienne, sur l'emprunt d'armoiries littéraires par des familles véritables. On peut même se demander à certaines époques si la littérature n'est pas un modèle pour les pratiques véritables, notamment dans le système de blasons qu'on appelle les brisures. En effet, au sein d'un groupe familial, au Moyen-Âge, et à l'époque moderne aussi, au sein d'une famille, seul l'aîné de la branche aînée porte les armoiries de la famille entière. Et tous les autres doivent introduire une légère modification, et cette modification s'appelle une brisure.
ce système familial se met en place lentement à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. Dans les textes littéraires arthuriens, il a l'air extrêmement précoce. Dès la première et la deuxième continuation du Conte du Graal de Chrétien, on s'aperçoit que Gauvin et les frères de Gauvin ont des armoiries avec brisure. Leur père, le roi Lot d'Orcanie, est encore vivant, et donc Gauvin a des armoiries brisées, mais aussi Agravin, Gaëurier, Hiéroé, et même Mordray ont des armoiries avec brisure, et on a l'impression que la littérature ici est presque en avance sur la société véritable. Ce ne serait pas la seule fois où la littérature sert de modèle à la société aristocratique ou à la société dans son ensemble, mais c'est vraiment un témoignage très précoce. Voilà quelques remarques un peu au pas de course sur la diffusion de la légende arthurienne et sa réception du XIIe jusqu'au XVe siècle. Merci à tous. Vous avez évoqué les spectacles arthuriens, mais on ne connaît pas de pièces de théâtre à thème arthurien avant une date très tardive, à ma connaissance, le XIXe siècle. Oui, la notion de théâtre, elle est flottante et elle est fortement culturelle. Donc, qu'est-ce que le théâtre au Moyen-Âge? Ça relève, ça comprend des formes extrêmement variées. On peut imaginer que ce que j'ai appelé fête arthurienne et spectacle arthurien, ça relève un peu du théâtre, puisqu'il y a un scénario, si je puis dire, il y a distribution de rôles, mais il y a aussi une part d'imprévu. Au départ, peut-être pas tellement, ce sont de véritables tournois au XIIIe siècle, mais au XVe siècle, ce sont vraiment des spectacles avec des décors dont on n'a pas gardé trace, mais qui, par les documents comptables, nous sont relativement bien connus. On s'aperçoit d'ailleurs que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, ce qui fait vivre les artistes au Moyen-Âge, ce sont ces décors éphémères, construits, réalisés pour telle ou telle circonstance, l'entrée d'un prince dans une ville, un concile, un traité de paix, etc. C'est 90% de l'activité des artistes, y compris les plus grands artistes, et malheureusement, nous avons tout perdu. Donc nous travaillons sur des miettes concernant l'art médiéval, mais l'art médiéval, ce sont aussi ces décors éphémères en bois, en tissu, en carton, etc. Et les spectacles arthuriens donnent lieu à des réalisations. Nous avons la chance d'avoir pour les villes de Flandre et des Pays-Bas du Sud, des séries de contes assez consistantes pour les XIVe et XVe siècles, et on s'aperçoit qu'on dépense beaucoup d'argent pour ces fêtes de chevalerie. À Lille, par exemple, au XVe siècle, il y a des fêtes très régulièrement, et en général, les frais sont partagés par la ville de Lille pour moitié et le duc de Bourgogne, comte de Flandre, pour l'autre moitié. Et quand on a un compte bien conservé, on sait tout sur les dépenses de sable, de sciure, de bois, les chevaux, mais aussi les mulets, les approvisionnements, pour une fête qui va simplement durer 3 jours, avec une joute ou un tournoi. On sait que tel orfèvre a reçu telle somme d'argent pour fabriquer ce qui va être le prix remis tel jour au vainqueur du tournoi. Assez souvent, pas toujours, mais le prix, c'est un objet figurant soit un oiseau, soit un poisson. Au XIIIe siècle, d'ailleurs, dans quelques textes littéraires, on s'aperçoit que le vainqueur du tournoi, d'ailleurs, ce n'est pas celui qui a vaincu tous les autres, c'est celui qui a fait les plus beaux coups.
C'est ça qui est important dans un tournoi. C'est pas de vaincre tout le monde. Hein. C'est pas comme dans les compétitions sportives d'aujourd'hui. Hein. À la guerre, c'est pareil. À l'époque féodale, ce qui compte au Moyen Âge, enfin à l'époque féodale, c'est de faire la guerre. C'est pas de gagner. Gagner, c'est presque ridicule. C'est pas une valeur médiévale. Ce qui compte, c'est de se battre, hein, et de bien se battre, de faire des beaux coups dans un tournoi. Et alors souvent, quelquefois au XIIIe siècle, le vainqueur reçoit un brochet. Un brochet, pas le poisson vivant ni mort, mais un objet en forme de brochet. C'est un symbole, et probablement c'est un jeu de mots, parce que le nom en ancien français ou en latin du brochet, c'est lucius en latin, et le nom de la récompense, c'est l'os. Et donc il y a un jeu de mots entre l'os et lus, qui fait que le brochet devient une récompense offerte au chevalier qui a fait les meilleurs coups, pas celui qui a terrassé tout le monde. J'ai une question. Est-ce que la brisure dont vous parliez pour les cadets est liée au passage de la couronne de France en Angleterre? Est-ce qu'on peut trouver un rapport justement sur cette arrivée de la brisure en généalogie? Non, les brisures, les armoiries apparaissent un peu partout en Europe occidentale, pas si ça marche encore, vers le milieu du XIIe siècle, puis se diffusent lentement. Au départ, elles sont individuelles, et puis en 2-3 générations, elles opèrent une greffe sur la parenté, et ces armoiries individuelles deviennent, au sein des familles nobles d'abord, puis non nobles ensuite, héréditaires. Et donc, ce système des brisures, pour les cadets et pour les cadets de cadets, s'instaure à partir de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, mais en même temps, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Écosse, dans la vallée du Rhin. Dans les pays d'héraldique ancienne, qu'on appelle pays d'héraldique classique, le système des brisures est courant. En revanche, dans les pays d'héraldique plus tardive, en Espagne, au Portugal, en Scandinavie, dans l'Europe orientale, le système des brisures est moins pratiqué parce que on n'est pas passé encore de la famille large à la famille étroite, donc il n'est pas rare que tous les membres d'un même lignage portent la même armoirie. Mais quand le roi d'Angleterre se proclame roi de France en 1337, Édouard III se proclame roi de France, il associe dans un même écu les armes de France et les armes d'Angleterre. Et tous ses successeurs porteront cet écu écartelé aux armes de France et d'Angleterre jusqu'à la paix d'Amiens en 1802. Mais il n'y a pas de brisure. En revanche, les enfants d'Édouard III, qui sont très nombreux, les fils d'Édouard III, ils porteront la même chose, un écu écartelé de France et d'Angleterre, chacun avec une brisure. Le prince noir aura telle brisure, le duc de Clarence telle brisure, le duc de York telle brisure, etc., etc. Comment jugez-vous l'importance politique de ce mythe d'Arthur? Je pense surtout à l'Angleterre. Oui, les souverains plantagenets ont eu l'idée géniale de s'approprier la légende arthurienne à des fins dynastiques et politiques. Ça commence assez tôt, dès le règne d'Henri II Plantagenet, dans les années 1160, 70, 80. Il y a à la cour d'Henri II des curiosités pour la légende arthurienne, puis de véritables commandes de la part du roi et de son entourage. Puis au début du règne de Richard Cœur de Lion, il y a un coup de génie qui fait qu'on trouve à Glastonbury les tombes prétendues de Guenièvre et d'Arthur. Et il y a des embryons de généalogie qui tentent de faire remonter les rois d'Angleterre, et notamment les Plantagenets, qui sont des Angevins,
à Arthur et à Uther Pendragon, voire plus long encore, à Joseph d'Arimathie parfois, quand on prend l'embranchement du Graal. Bref, il y a une récupération dynastique et politique de la légende, alors que les Capétiens ont raté le coche, en quelque sorte. Ils auraient pu faire pareil. Un des grands problèmes des Capétiens au XIIe et XIIIe siècle, des rois capétiens, c'est qu'ils n'ont pas de roi qui ait été canonisé. En Angleterre, il y a Édouard le Confesseur, et ça, c'est très grave du point de vue dynastique. Il faut absolument avoir un ancêtre qui est un roi saint. Ils n'en ont pas. Alors, les Capétiens trouvent un autre moyen de se mettre en valeur. C'est un handicap à l'échelle de la chrétienté. Ils trouvent un autre moyen de se mettre en valeur, c'est de s'approprier Charlemagne. Et donc, ils tentent par tous les moyens de récupérer d'une part la légende de Charlemagne, de l'autre le sang de Charlemagne, en cherchant à trouver des alliances avec des descendants et des descendantes surtout des Carolingiens. Ces choses faites enfin, on a eu du mal, mais enfin, Philippe Auguste, en 1180, épouse Isabelle de Hainaut, qui est une véritable descendante, possédant du sang carolingien, et donc leur fils, le futur Louis VIII, va avoir du sang carolingien dans les veines. Ouf. Mais ça les a tellement occupés qu'ils n'ont pas eu le temps de s'intéresser vraiment à la légende arthurienne, et les Plantagenets avaient tout accaparé pendant ce temps-là. Et les Plantagenets, en plus, ont la chance d'avoir en Richard Cœur de Lion un roi qui devient, de son vivant même, un personnage complètement mythologique, tout barbare qu'il fut, et d'avoir au XIIIe siècle, non pas Henri III, mais en Édouard Ier, un roi très autoritaire et très organisateur qui, de nouveau, récupère à son profit la légende arthurienne. Donc il y a une histoire politique que l'on peut faire de cette légende pour cette première période. Les Capétiens ont raté le coche, en quelque sorte. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, ça se passe un peu différemment. La légende arthurienne, c'est une nostalgie, c'est quelque chose qui représente plutôt le passé. Et alors, il y a une géographie à faire et des distinctions entre les différentes dynasties, lesquelles sont passionnés par la légende arthurienne, lesquels sont passionnés par autre chose, notamment par l'Antiquité. On le voit bien avec Philippe le Bon, par exemple, qui s'intéresse beaucoup plus à l'Antiquité qu'à la légende arthurienne. Ou bien en Italie. L'Italie du XVe siècle, de ce point de vue-là, est très diversifié. Il ne faut pas croire que ce qui se passe à Florence, ça concerne toute l'Italie. L'humanisme et la Renaissance en marche, dans la majeure partie de l'Italie, c'est très tardif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc à la cour de Milan, à la cour de Mantoue, à la cour de Ferrare, à la cour d'Urbino, on aime le roi Arthur, on donne des noms arthuriens, on joue au roi Arthur, on fait peindre des scènes arthuriennes. À Mantoue, il y a absolument des plus belles choses que le XVe siècle nous ait laissées. Les peintures, malheureusement très abîmées, de Pisanello dans le château ducal de Mantoue, représentant des épisodes arthuriens. Un peu plus loin à Ferrare, pendant 3 générations, les seigneurs de Ferrare, les Estes, donnent des noms arthuriens à leurs enfants, parfois des noms de frères. Lionel et Bohor sont les 2 cousins germains de Lancelot, ils sont frères. Eh bien, règnent à Ferrare successivement 2 frères, Lionel d'Este puis Borso d'Este, qui portent tous les 2 des noms arthuriens et des noms de frères, là, un nom de couple. Et on est à l'horizon 1440-1460, donc c'est une date, on pourrait penser qu'on est en pleine Renaissance italienne, pas du tout. Oui, je vous en prie. Parlez fort. Ah, voilà le micro. Pour revenir à ce problème des Plantagenets et de leur intérêt pour le roi Arthur, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de faire alliance ou de se rattacher à l'élément breton contre les Saxons ? Tandis que chez les Capétiens étaient des autochtones, ils n'avaient pas le même problème finalement. Oui, vous avez raison. Il y a ce problème particulier au royaume d'Angleterre d'invasions successives. Les Plantagenets, ce sont des Angevins et
Pour eux, ce qui compte, c'est l'Anjou. Hein. Richard Cœur de Lion, pendant les 10 années de son règne, il a passé 6 mois en Angleterre. Ils sont avant tout des Angevins. Mais le problème se pose déjà avec la conquête de Guillaume de Normandie et le mélange des races. C'est tout le dossier d'Ivanhoé raconté par Walter Scott. Hein. On est en 1194, donc on est plus d'un siècle après la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, et Walter Scott met encore en scène des affrontements entre Normands et Saxons. La réalité historique oblige à montrer qu'à cette époque, la fusion était peut-être réalisée depuis au moins 2 générations. En tout cas, c'est un dossier passionnant. En effet, quand Guillaume de Normandie fait la conquête, il a un royaume d'Angleterre qui a un substrat celte sur lequel s'est déposée une couche d'angles anglo-saxonne, donc scandinave, et les Celtes attendent beaucoup des Normands pour les délivrer des anglo-saxons, des saxons, disons, pour faire court. Malheureusement, ils sont très, très, très déçus. Donc, il y a les Celtes, il y a les Saxons, il y a les Normands, et puis arrivent des princes angevins par-dessus tout cela. Donc, ça fait un mélange ethnique qui pose un certain nombre de problèmes, à la fois dans la possession des terres, l'administration, et dans la légitimité. Mais les Capétiens ont ce problème de légitimité. L'élection du Capet est perçue pendant assez longtemps comme une usurpation. Et c'est pour ça qu'il y a cette obsession de s'approprier du sang carolingien pour légitimer ce qui s'est passé en 987. Alors moi, c'est plutôt au sujet des armoiries. Vous avez dit que lorsque le 3e stock s'est constitué au XVe siècle, les enlumineurs compilent des armoiries, et c'est là que sont apparues donc des constitutions d'armorières laturiens. Et ma question est en rapport avec l'exposition. J'ai vu qu'à la fin de l'exposition, il y a justement des manuscrits qui sont des sortes d'encyclopédies des armoiries. Est-ce que vous pensez justement qu'ils en font partie ? Oui, bien sûr, c'est ce à quoi je faisais allusion. Ces petits armoriaux, ces répertoires, en général manuscrits modestes, soit parvenus isolément, soit reliés avec d'autres choses. À partir du milieu du XVe siècle, nous avons des listes de chevaliers de la table ronde, en général 150 ou 180, avec leurs armoiries, ou seulement les armoiries avec les noms en dessous. Ce sont des compilations, hein. Donc il y a le plus ancien stock pour les principaux héros, il y a le 2e stock pour les héros de second plan, et puis ce dernier stock qu'on a ajouté pour les personnages de 3e et 4e zone dans la seconde moitié du XVe siècle. Alors, est-ce que le projet de départ, c'était quelque chose, par exemple, qu'on a fait à la cour de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, passionné de légendes arthuriennes, ou est-ce que c'était un instrument de travail destiné à un ou plusieurs enlumineurs pour que dans les miniatures, il donne bien à chaque personnage les armoiries qui doivent lui revenir, et puis après on en a copié d'autres, parfois on a développé l'information, non seulement les armoiries, les noms et les armoiries, mais aussi le cimier, la devise, les supports, et même une courte ou longue biographie du personnage avec ses principaux faits d'armes et des traits sur sa personnalité. Ça aboutit à ce que Cédric Pickford appelle très, très justement le who is who de la légende arthurienne, et ce sont des textes passionnants, hein, où tous les topoi des systèmes de valeurs sont là, les méchants sont gauchers, les héros sont bien bâtis, comme ci, comme ça. Il y a des blonds, il y a des roux, il y a des bruns, il y a des châtains, il y en a qui ont les épaules très larges, d'autres les épaules étroites. Ça vaudrait la peine de s'intéresser à ces descriptions des 150 ou 180 chevaliers de la table ronde en faisant presque des études statistiques sur les descriptions physiques et les descriptions morales des personnages. Moi, je me suis intéressé aux armoiries. Il y a des armoiries parlantes, hein, qui forment des jeux de mots avec le nom du personnage, d'autres qui sont allusives, d'autres qui soulignent les liens de parenté entre les différents personnages. C'est un matériel dont on n'a aucun équivalent pour aucune autre légende littéraire.
Mais le fait le plus important, c'est que les principaux héros de la légende arthurienne reçoivent leurs armoiries entre 1180 et 1230, et, sauf exception, ça ne change plus. Et quand Burne-Jones ou William Morris mettent en scène, à l'époque pré-raphaélite, des héros de la légende arthurienne, ils donnent encore à ces personnages les armoiries qu'ils portaient au début du XIIIe siècle. C'est vraiment un phénomène de longue durée.